Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Franck Natier, je fais des recherches en permaculture depuis une quinzaine d'années. Je me suis intéressé au départ au jardin-forêt, c'est ça qui m'a passionné, à la phytosociologie. Et parallèlement où je m'intéressais à la phytosociologie, je me suis intéressé à la communication non violente. Et vu que j'apprenais les deux en même temps, il y avait des principes en fait qui se sont fusionnés dans ma tête. Et d'où je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose en fait. Le fait de chercher la synergie avec les gens et le fait de chercher la synergie avec les plantes, les campagnols et la vie dans le jardin, ça m'a frappé. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Ouais, je vais commencer un petit peu par mon cheminement. Quand j'ai reçu les principes de permaculture, prendre soin de la terre, enfin c'est pas les principes, c'est l'éthique, et prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et partager, ça m'a vraiment parlé. J'étais complètement aigre et désespéré de la culture dans laquelle je suis né. Ça m'allait pas du tout. Et quand je suis tombé sur les principes de permaculture, je me suis dit ah ça me va, ça me parle. Et très rapidement, j'ai voulu prendre soin de la terre. Enfin, j'étais déjà écolo depuis tout petit. Mais en fait, ça générait tellement de souffrance en moi de voir les méfaits qu'on faisait à la terre que au fond de moi, en fait, j'étais aigre. J'étais complètement aigri, en fait. J'avais le cœur comme un raisin sec. Et donc, du coup, j'essayais de créer un monde meilleur, donc de faire un bel édifice, de construire un monde meilleur avec le marteau-piqueur d'origine qu'on m'a offert. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas, que déjà mes grands principes d'écolo, quand je les transmettais, les gens ils avaient plutôt tendance à faire ça, à pas les recevoir, et que c'était surtout la façon dont je m'exprimais, dont je transmettais ces choses, et surtout l'aigreur qu'il y avait derrière, le désespoir qu'il y avait derrière. Et le fait en fait que j'étais en guerre, en lutte contre Monsanto, contre les méchants, et moi je considérais que j'étais dans le bon camp. Et au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis aperçu que j'étais pas forcément dans le bon camp, qu'il n'y avait pas forcément de bon et de mauvais camp. Et ça m'a complètement chamboulé. J'ai été perdu pendant un bon bout de temps. Et donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est venir vous paumer avec moi dans la forêt. Pour qu'on retrouve un peu le chemin. Je me rends compte en fait que la permaculture, quand j'ai repris ces principes pour moi, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et partager, dans mon enseignement de judéo-chrétien, j'ai fait le catéchisme quand j'étais petit, j'avais remarqué Jésus-Christ, il disait tends la joue droite quand on te frappe la joue gauche, voilà, sois bon avec ton prochain, donc ça pourrait être prendre soin de l'homme. Il disait pas prendre soin de la nature, mais on pourrait lui prêter ce sujet. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait finalement peu de choses des différences minimes en fait entre la morale chrétienne et les principes éthiques de la permaculture. Et donc du coup je vous pose la question, selon vous c'est quoi la différence en fait entre, on pourrait dire, on va rajouter de l'écologie dans la morale judéo-chrétienne islamique, on imagine juste qu'ils aient mis des dogmes d'écologie dedans. Ce serait quoi la différence entre ce dogme écologico-religieux et la permaculture pour vous? Oui. Pour moi, il n'y en a pas. Ne pas tuer. J'étudie l'islam en ce moment. En fait, il y a énormément de dires du prophète sur l'écologie, ce qu'on peut appeler l'écologie de manière moderne, en tout cas sur l'observation des cycles naturels. Donc, c'est pas un sujet qui est nouveau en fait, la permaculture. Je me rends compte que c'est pas un sujet nouveau. Le mot est nouveau, mais le questionnement il est ancien. Alors du coup, ce que je vous pose la question, c'est quoi qui est nouveau? Moi, alors, je suis peut-être pas assez spécialiste de religion pour dire ça, mais j'ai la sensation dans la permaculture qu'il y a vraiment une forme d'expérimentation, de rétroaction, d'apprendre en faisant, et en s'éloignant des dogmes, des principes, en faisant sa propre expérimentation. Chose qui a, voilà. Donc pour toi, c'est le fait de passer par sa propre expérimentation. Et l'appropriation. Et se l'approprier. Ouais. Justement, il y a la notion de non-appropriation et de propriété de quelque chose et de laisser la liberté de grandir, de s'épanouir en faisant quelque chose à côté mais sans marcher dessus. D'accord, donc pour toi, c'est la possibilité de s'approprier quelque chose sans en être propriétaire finalement. De pouvoir en bénéficier tout en lâchant et en s'agrippant pas, c'est un peu ça que tu veux dire. Ok, il y a d'autres... Pour moi, ce qui est nouveau, c'est le principe d'équivalence.
Dans les religions, il y a souvent un prophète ou un dieu qu'on vénère et il est au-dessus de nous. Et là, je pense qu'en permaculture, on est tous équivalents les uns des autres et il n'y a pas de hiérarchie. Donc effectivement, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour moi, en tout cas, ce qui fait la différence majeure, c'est que l'éthique de la permaculture, elle vient... Donc la différence entre une éthique et une morale, la différence, c'est qu'une éthique, ça vient de l'intérieur de nous et ça ressort. Et alors qu'une morale, ça vient de l'extérieur de moi et ça rentre. Et donc les principes de permaculture, quand on vous les transmet, on ne vous les impose pas, on ne vous dit pas il faut faire ci ou ça, on vous dit dans la permaculture on a tendance à prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, et donc vous recevez ces choses qui ne vous sont pas imposées, ça infuse et ça ressort de vous. Et donc en gros si on ramenait ça dans les religions, ce serait un petit peu certains courants, je crois que c'est les dominicains qui disaient en fait Jésus-Christ il est en toi, écoute pas la religion, écoute à l'intérieur de toi. Donc en gros ça reviendrait un petit peu à ça. Si les religions, elles ramenaient l'être humain à l'intérieur d'eux, et en disant, écoute pas le curé, peut-être ça te parle pas, écoute-toi toi, et cherche ton propre équilibre, là dans ces cas-là, je dirais, ouais c'est la même chose, je te rejoindrais. Alors que pour moi, il y a quand même une différence majeure, c'est que dans la religion, il y a quand même toujours un clergé, un truc qui vient infuser de l'extérieur, et que du coup, on se retrouve à avoir une pression de devant ou de derrière, mais qui me pousse à faire des actions que j'aurais pas fait forcément autrement. Alors que dans la permaculture, ça va être plutôt une aspiration, il n'y a rien qui me pousse, il n'y a rien qui me tire, c'est plutôt j'ai envie d'aller par là et ça me nourrit d'aller dans cette direction-là. Donc déjà, pour moi, la différence majeure, en fait, c'est qu'il n'y a pas de pression urgente à prendre soin de la terre. Comme disait Fukuoka, en fait, il y a urgence à ne rien faire. Ça vous parle quand vous entendez ça? Parce que dans le mouvement de panique, d'urgence, il faut sauver la Terre, peut-être ça fait 3000 ans qu'on fait ça. Et qu'on structure, et qu'on fait des caricatures, parce qu'il y a urgence, et que c'est les conséquences de ces caricatures qu'on vit depuis 3000 ans. Et qu'un type comme Fukuoka, il se pose, il s'arrête, il regarde les rythmes, il regarde les cycles, et il s'aperçoit qu'on marche à l'envers. Il s'aperçoit que le labour, ça fait 3000 ans qu'on le pratique dans l'urgence, parce qu'il faut, parce que c'est bien. Et que en fait c'est pas obligatoire, et que donc dans le fait de s'arrêter, de non agir, d'observer, de laisser l'information rentrer en moi, il semblerait que ce soit un processus qui soit assez complet pour se suffire à lui-même, qui n'a pas forcément besoin d'une action, qu'une non-action est tout aussi efficace qu'une action en fait. Ça vous parle ce genre de principe? Moi je sais qu'avant ça me mettait en panique quand on me disait lâche prise, le monde est parfait. Quoi, les dauphins, tout ça, faut sauver les dauphins. Et quand on m'a dit, toi tu crois que tu peux sauver les dauphins? Et qu'on m'a dit, la meilleure chose que tu puisses faire pour les dauphins, c'est de t'occuper de tes oignons et d'en prendre soin. Et que la conséquence, c'est qu'à terme, il y aura de la place pour les dauphins, mais que vous êtes des milliers à vous agiter là, et c'est ça qui crée tous ces déséquilibres. Donc, je continue sur ces notions qui me sont venues des religions que j'ai appris. C'était surtout des notions de bien et de mal. Donc j'ai passé toute mon enfance et toute ma vie de jeune adulte, quasiment jusqu'à maintenant, à chercher les bonnes actions en fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire bien? Et donc du coup je vous pose la question, qui parmi vous pense que le bien et le mal est quelque chose de tangible comme cette tente? Est-ce que c'est vrai le bien et le mal? Qui pense que c'est quelque chose? Tu as lu la Bible? T'as lu la Bible? J'ai essayé. Ouais, la Genèse. J'ai quelque chose. J'ai essayé. Bon, l'histoire d'Adam et Ève. C'est toujours une question d'exotérisme ou d'ésotérisme. Est-ce qu'on regarde seulement le mot, le symbole, ou est-ce qu'on essaye de comprendre en quoi ce symbole rappelle quelque chose à l'intérieur? Là, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est l'information brute, quoi. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous habite? Donc, quel que soit toi, peut-être tu as un cheminement qui fait que ce qui t'habite, ça va être ça, alors qu'un autre, ça va être ci. Ce qui est important, moi, c'est vraiment que ce soit spontané et que... Donc, quand je vous pose la question, est-ce que pour vous, ça existe le bien et le mal? C'est plutôt une question fermée c'est oui ou non? Oui. Oui. Non, il y en a non. Donc, il y en a qui pensent que ça n'existe pas et d'autres qui pensent que ça existe. L'acte juste. Non, il existe une souffrance que l'on ressent, mais c'est une chose... C'est trop relativement subjectif. J'ai pas de feutre là. Quelqu'un a un marqueur pour les... C'est un Velleda? Ouais, moi j'en ai un rouge. C'est fait exprès, c'est pas vérifié. Super. Tu peux effacer, hein.
Oh, décidément, j'ai vraiment que On n'a pas tous les mêmes mes poumons pour fumer. J'ai pas de chiffon non plus. Tiens, 2 couleurs. Merci bien. Et quelqu'un aura un Kleenex ou quelque chose pour essuyer? Merci. Donc je préfère être clair, je ne vois pas vous imposer une morale. Là, ce que je vous propose, c'est un cheminement de pensée. Et donc imaginons, on va avoir la balance du bien et du mal. Déjà, c'est super Mon orienté. B, il est à l'envers. Subjectif. Comme ça, vous en avez pour les dyslexiques, vous pouvez regarder à l'envers si vous voulez. Le bien est à gauche et le mal est à droite. Hop. Je vais même le reculer un peu plus et essayer de me mettre devant. Donc imaginons une balance d'équilibre, comme ça il y aurait le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. Ce serait tout simple en fait. Si on voulait faire le paradis, il suffirait juste qu'on soit tous du bon côté. Il suffit juste de retirer toutes les mauvaises herbes, tous les mauvais insectes, tous les mauvais champignons, de tuer tous les mauvais êtres humains, de les mettre en prison, et on sera au paradis. Ça vous parle? Moi, ça me parle plus. Ça m'a parlé pendant un temps, mais ça me parle plus. Et donc, on va juste rajouter, histoire de rajouter un peu de complexité, ici, donc dans les B, on va mettre les bases, et puis ici, on va mettre les acides. Ici, on va mettre le chaud. Ici, le froid. Ouais, le R, il est là. Ici, on va mettre la nuit. Le blanc et le noir. Nuit. Excusez-moi, j'écris vraiment pas bien à l'horizontale. Jour. Là, d'un seul coup, quand on commence à rajouter ces mots sur bien et le mal, on s'aperçoit que le bien et le mal, ça devient... Parce que ça voudrait dire un monde où il fait que jour ou que nuit. S'il y avait un bon côté de la balance, ça voudrait dire qu'il faudrait éliminer la nuit, on choisit soit les bases, soit les acides. Il y a un truc en trop en fait. Et il se trouve que ça fait à peu près 3 ou 4 000 ans qu'on considère qu'il y a des trucs en trop sur cette planète. Des êtres humains en trop, des maladies en trop, des champignons, des bactéries, des herbes, des ronces. On va considérer cette herbe-là, c'est une mauvaise herbe, c'est une saloperie, il la faut pas dans le jardin. Et celle-là, c'est une bonne herbe, il la faut quoi. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'élimine. C'est une pensée logique quoi en fait. Il y a un truc en trop, je le retire. Et il se trouve que dans la permaculture, c'est un principe qui est inverse. Il y a un déséquilibre, il y a un problème, c'est qu'il manque quelque chose. C'est pas qu'il y a un truc en trop qu'il faut arracher et éliminer, c'est qu'il manque quelque chose pour que la complexité, pour que ce soit plus complexe et que ça s'auto-régule. Je sais pas si vous êtes familier un peu avec ces principes. Donc ça veut dire en fait que dans la permaculture, il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus de mauvais insectes, il n'y a plus de mauvais êtres humains. Donc ça veut dire que dans notre grande farandole de bisounours, il y a Hitler et Monsanto. Ça vous parle moins ça, hein? Non? Si. C'est plus difficile à... Moi je sais que collaborer avec les campagnols, mais j'y arrive. Collaborer avec Monsanto, je sais pas, un collabo. Mais ils ont été érigés à ce stade suprême, l'un comme l'autre, dans leurs domaines différents, parce qu'il y avait des gens en face très convaincus du bien et du mal. Et ça marche dans les deux cas, pour Hitler et pour Monsanto. Ils ont donné un discours et en face, il y avait des gens qui étaient prêts, qui attendaient cette réponse, peut-être. Oui, en tout cas c'est sûr que l'univers ne soutient que le vivant. Tout ce qui n'est pas vivant, ça disparaît. Tout ce qui n'est pas adapté, ça disparaît. Donc concrètement, si Monsanto il est là, c'est parce qu'il est adapté et soutenu. Par notre pognon, par notre croyance, par notre culture, et que c'est adapté en fait. Et alors du coup, je vais prendre l'exemple de 2 mauvaises choses dans le jardin, le campagnol, la limace. Pour les permaculteurs, ça doit vous parler, non? C'est les limaces dans les buttes et les campagnols, c'est un peu un truc récurrent. Donc je vais prendre l'exemple de la limace. La limace dans un écosystème, son job, c'est de réguler les végétaux malades. Donc c'est un petit peu comme le lion dans la Serengeti ou le puma dans la jungle. Ils vont pas choisir le buffle en pleine forme. Ils vont toujours choisir le jeune, le vieux, le malade.
C'est logique en fait, hein, et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et bien la limace, c'est exactement pareil. Si elle est capable de traverser votre terrasse pour aller manger les épluchures de patates dans le seau de compost, c'est pas par hasard qu'elle a traversé la terrasse au cas où il y aurait des trucs à bouffer. C'est juste qu'elle a senti à plusieurs dizaines de mètres l'odeur des épluchures de patates dans le compost. Donc on pourrait dire que la limace, c'est un être parfait, parfaitement adapté, qui a vraiment sa place dans l'écosystème. Dès qu'il y a un truc qui est un peu moribond, un peu malade, elle le mange et ça crée un équilibre qui fait qu'il n'y a que des plantes fortes et en bonne santé. Maintenant, je vais encore rajouter un autre facteur sur la limace qui vient nous chambouler en tant que permaculteur. Son biotope de rêve, son hôtel de rêve, c'est un sol frais et humide. Donc faites une bonne couche de BRF et vous allez faire un bon élevage de limaces. Il faut savoir qu'au stade d'œuf, la limace, au stade de larve, quand elle sort de son œuf, elle mange quasiment que du mycélium de champignons. Donc quand vous faites un bon mulch de broyat, vous faites l'hôtel et le restaurant. Donc vous faites un biotope à limaces. Pour un peu que vous ayez acheté des salades, que ce soit produit en permaculture ou pas, mais que ces plantes aient été élevées, on pourrait dire, mais pas à la méthode naturelle. Donc elles ont poussé sous serre, on leur a mis des petits terreaux qui vont bien, des engrais bio ou pas bio. Et donc ces plantes, elles sortent de la serre, vous les achetez, vous les plantez dans le jardin. En fin d'après-midi, vous allez les voir, vous voyez les feuilles comme ça. Logiquement, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Elles seront bouffées. Donc c'est un peu comme si on prenait des Parisiens informaticiens et d'un seul coup on les jette dans le désert avec une petite bouteille d'eau et on leur dit démerdez-vous. Ils ont peu de chance. Donc il faudra leur faire des stages Koh-Lanta, des stages de survivalisme pour qu'ils apprennent à se défendre contre les lions, à faire des barrières d'épines, à bouffer les graines des plantes sauvages. Et si on en met 100 dans le désert, il va y avoir un écrémage, il y en a une petite dizaine qui vont survivre, ils vont se reproduire entre eux. Et ce ne sera plus des informaticiens parisiens, ce sera des néo-touaregs autochtones. Et donc en fait, il se passe exactement la même chose pour tous les êtres, en fait, qui a ces notions de sélection naturelle et qu'on crée des gros déséquilibres en sélectionnant. Et donc en fait, la limace, elle est juste là pour nous montrer en pleine poire les déséquilibres qu'on fait. Donc à chaque fois que je crée un biotope à limaces, il ne faut pas que je m'étonne d'avoir des milliers de limaces. Et si je plante des plantes un peu moribondes, il ne faut pas que je m'étonne qu'elles se fassent manger. Donc j'ai aucune raison d'avoir de la haine contre la limace. C'est une conséquence de mes actes. Ça vous parle? Oui. Donc pour le campagnol, je pourrais faire le même parallèle, mais je vais essayer d'avancer plus vite. Vous avez l'air d'avoir compris le principe. Donc Monsanto, c'est quoi sa place dans l'écosystème? Faire des patates résistantes aux campagnols. Peut-être. Ouais, des abeilles résistantes aux pesticides. Concrètement, si vous n'arrivez pas à le digérer, à l'assimiler, sa place, moi ce qui fait que j'ai plus la haine contre les limaces, c'est que j'ai compris leur place dans l'écosystème. Si j'ai compris, c'est un peu plus complexe sur les campagnols parce qu'on vient d'importer des nouvelles espèces de campagnols qui viennent d'Amérique du Nord, qui normalement ont un cycle que de 3 mois pour se reproduire et après se prennent des gelées de moins 40, moins 50. Sauf que nous en Bretagne en fait il n'y a pas de gelée et en fait au lieu de faire 3-4 cycles de reproduction dans l'année ils en font 12, donc ça crée vraiment des catastrophes écologiques en arboriculture. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé d'astuce pour réguler le campagnol, les nouveaux campagnols, les nouveaux déséquilibres qu'on vient de faire en fait, on n'a pas encore trouvé, donc c'est plus complexe, je vais moins aborder ce sujet le campagnol. Mais chez moi dans mes haies, la stratégie que j'ai trouvée pour protéger mes artichauts, mes légumes vivaces, toutes les plantes dont je veux absolument pas que les campagnols les mangent, parce que c'est des plantes vivaces, pérennes, qui me donnent des légumes tous les ans, je les plante dans un tube en grillage. Et pour l'instant, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Donc, je vais un peu plus loin. Naturellement, dans mon processus de lutte, de guerre contre l'environnement, je plante mes petits artichauts, mes petits haricots vivaces, orteils de prêcheur, je suis tout content, je fais l'abondance. Le campagnol vient, me bouffe mes haricots et mes artichauts. Naturellement, qu'est-ce qui se passe? Frustration, colère. J'ai un de mes besoins fondamentaux qui est créer l'abondance et avoir à manger, qui est clairement négligé à cause de l'élément campagnol. Et qu'un être, quand on néglige ses besoins fondamentaux, vous avez déjà vu ce que ça fait un chien quand on lui pique ses croquettes et qu'on le maltraite? Il grogne et il mord. Et ben les êtres humains, quand ils grognent et qu'ils mordent, c'est pareil. Il y a toujours des raisons, il y a toujours un besoin fondamental qui a été négligé. Et naturellement, il y a mon super encéphale qui s'allume. Et en fonction de mes croyances,
Donc le campagnol est une saloperie qu'il faut éliminer, et que moi j'ai pas du tout guéri mes blessures intérieures, que je suis aigre comme du vinaigre. À votre avis, mon encéphale, il invente quoi spontanément? Un piège, un raticide, un trucicide, pour éliminer ce qui est en trop, pour enfin faire l'abondance et le monde meilleur. Alors que si je suis hors de la dualité, que je considère que c'est des déséquilibres, et que j'ai à chercher l'équilibre, du coup, forcément, je m'énerve. Tiens, Franck, tu t'énerves pourquoi? Parce que t'as pas de légumes et que, ok. Donc, comment tu pourrais faire pour avoir des légumes et des campagnols? Et donc là, je commence à être dans l'union, en fait. C'est pas une soustraction à légumes ou campagnols, légumes ou limaces. C'est légumes et limaces et campagnols. Et comment je fais? Et là, du coup, j'invente des systèmes de grillage, j'invente des systèmes où je vais planter énormément de crônes du Japon, d'oxalis, d'oca du Pérou, de patates, de pommes de terre. Ça, c'est des légumes vivaces qui se répandent tout seuls, en fait. Et qui, du coup, quand le campagnol, il a trop à bouffer, ben, il ne mange plus des plantes amères comme l'artichaut. Et quand un petit grillage protège les racines de mes haricots vivaces, les haricots vivaces repartent tous les ans. Et donc, je peux composer avec les deux, en fait. Mais pour ça, il faut que j'accepte mon compromis qui va être mettre du grillage enrobé en plastique ou en galva. Ah, c'est pas écologique ça. Bah ouais, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Bah, il y a une solution peut-être de chercher les prédateurs. Voilà, Ouais. les prédateurs, mais par sachant exemple, avec les chats ou les... que les prédateurs, les meilleurs des prédateurs des campagnols, c'est les animaux sauvages. Ça va être la fouine, les martres, les renards aussi, mais moins efficaces que la fouine, la martre, la couleur, la vipère, qui rentrent dans les terriers et qui donc du coup les dégzinguent de l'intérieur. Alors qu'un chat, c'est un loisir entre deux croquettes d'aller embêter une pauvre bestiole, et pour un qui tue, la mère en refait 5 ou 6 dans la semaine. Donc du coup, ça ne crée pas du tout un cycle. Par contre, parce que tu as un chat, tu es sûr, tu n'auras pas de fouine, pas de martre et les vrais prédateurs. Il y a aussi les rapaces qui vont faire des gros carnages entre les diurnes et les nocturnes, entre les chouettes et les éperviers et les buses. Donc le fait de mettre des perchoirs. Et quand je crée un biotope qui est hyper riche en campagnol, à votre avis, il se passe quoi? La nature qui cherche en permanence l'équilibre, elle va faire quoi? Forcément, il y a à bouffer du campagnol. À un moment, les rapaces vont repérer mes perchoirs. Eux, ils ont des petits à nourrir et c'est eux qui vont réguler ce biotope. Mais pour ça, il va falloir que je partage à la fois avec le campagnol, à la fois avec les oiseaux qui, des fois, quand ils chopent un campagnol, me cassent un chou ou une poule. Et donc tout ça, ça commence à devenir des stratégies, on va dire, plus complexes. Mais donc, en fait, la nature, tout l'univers, toute la galaxie est une recherche permanente d'équilibre entre des forces qui s'opposent. S'il n'y a pas deux forces qui s'opposent, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Donc pour qu'il y ait la vie, c'est le mouvement, hein, c'est comme ça qu'on dit un être, il est vivant tant que son cœur bat, puis quand il bat plus, on considère qu'il est mort. Donc en fait, la vie est le mouvement. Si on veut qu'il y ait du mouvement, il faut des forces qui s'opposent, et si on veut qu'il y ait plus de vie, il faut que ça s'autorégule, que ça se tempère, donc que ce soit un espèce de jeu d'équilibre comme ça, comme un équilibriste sur un fil. La vie, elle fait que ça. Et imaginez qu'il y ait une religion qui a dit « de casser la gueule à gauche, c'est mieux ». Les gens de gauche sont vachement plus sympas. En gros, on en est là, en fait. Et nos dirigeants nous opposent entre deux partis où on s'oppose stérilement, alors qu'il y a des besoins fondamentaux chez les gens de droite. Gagner du fric, c'est un besoin fondamental. Et si vous le négligez, vous vous étonnez pas d'être énervé. Ou d'être dépendant des autres, d'être des squatteurs, ou des dépendants de subventions. Quand on vous coupe les subventions, vos rêves s'arrêtent. C'est parce que vous avez un problème avec l'argent. Et en même temps, quand on pense qu'au fric, et que personne ne veut travailler avec nous, bah c'est peut-être qu'on a un problème avec les rapports humains. Et que souvent c'est en lien aussi avec l'écologie. Mais que si on arrivait à créer des systèmes où on prend les valeurs des écolos, vous voulez quoi? Un monde plus harmonieux qui respecte la biodiversité? Ok, on met ça dans la balance. Les socialos, la gauche, les communistes, vous voulez quoi? Un monde social où on respecte l'homme en tant qu'individu? Ok, on met ça dans la balance. Et vous, les capitalos, vous voulez quoi? Un monde où on est efficace, où on gagne notre vie, où on n'est pas dépendant des autres, où on n'est pas là à mendier des subventions, où on génère l'argent dont on a besoin. Ok, on va mettre ça dans la balance. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est que quand on propose à des capitalistes, quand on leur dit, ça c'est un design qu'ont fait des designers américains sur des élevages de saumon,
donc ils sont arrivés sur des élevages de saumon industriels, nourris aux trucs transgéniques, et ils leur proposent, ils leur disent, donc nous avec des fonds internationaux, on vous pond un nouveau bassin biodiversifié, avec des moules, des algues laminaires, des oursins dans le fond, qui vont manger tout le caca et tous les déchets de vos saumons, qui vont faire baisser la pollution de l'estuaire, parce qu'en fait ils polluent l'estuaire éternellement avec la bouffe, les antibiotiques et tout ça. Ça va renforcer leur défense immunitaire, parce qu'il y a dans ces algues et ces oursins et tout ça, il va y avoir tout un écosystème avec des petites crevettes, des petites bestioles que les poissons vont manger, dont c'est indispensable à leur santé, et vous aurez moins de granules transgéniques et pleines d'antibiotiques à leur donner. Par contre, le bassin va coûter beaucoup plus cher. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien vous gagnez de chiffre d'affaires avec un bassin. 120 000 euros. Ok, si on arrivait à vous faire gagner 160 000 euros avec un bassin écologique, vous êtes ok? Bah ouais. Les mecs, ils sont un peu sceptiques, mais ils disent ok, c'est vous qui financez la recherche là? Ou c'est nous? C'est vous. Ok. Et donc ils ont lancé l'expérimentation. Je ne sais toujours pas où ça en est, mais il se trouve qu'ils ont lancé l'expérimentation. Maintenant, on va dans le milieu des écolos de gauche. Et on leur dit, ok, donc vous voulez faire un monde meilleur, d'écologie et tout ça. Ok, pas de problème. Maintenant, il va falloir que vous gagniez le fric pour faire votre monde meilleur. On n'est pas des capitalistes. Donc c'est un poil... Enfin, j'observe qu'il y a un côté où ils sont beaucoup plus prêts à trouver l'équilibre, et un autre dans lequel j'étais anarcho-décroissant, anticapitaliste, je croyais que l'argent c'était le problème. Je croyais que l'argent pourrissait les gens. Donc du coup, quand on me disait gagne du fric pour faire un monde meilleur, je disais mais non, c'est justement ça le problème. Donc du coup, j'étais dans un contexte stérile où il n'y avait pas de solution. Et maintenant que je débloque un petit peu mes problèmes avec l'argent, que j'arrive plus ou moins à gagner ma vie, je me rends compte que je peux financer plein de projets. Et qu'en fait, je ne suis pas bloqué par certaines lois qui m'ennuient, mais qu'avec ma créativité, on les contourne très facilement, les lois. Mais que je me rends compte qu'en fait, plus je retire de ma culture ces dogmes bien pensants qui m'amènent à être extrémiste d'un côté ou de l'autre, plus j'arrive à trouver l'équilibre et plus c'est simple dans ma vie. Mais pour ça, ça demande de faire des gros compromis. En tout cas, pour ma part, ça a été le cheminement de pas mal de thérapies, de guérison de blessures intérieures, de stages de communication non violente, où je suis allé constater, et ça je vous invite vraiment à mémoriser cette phrase, à la noter, je suis allé constater que, en fait, tous les êtres humains tentent, sans exception, tous les êtres humains tentent maladroitement de combler des besoins fondamentaux. Que quand un type comme Monsanto bousille la nature, il y a un vrai besoin derrière. Et que si on le néglige, si on lui dit ton besoin, tu te le carres, tu vas faire ce que nous on te dit, c'est une question de force, en fait, c'est à qui sera le plus fort. Il semblerait qu'il est fort. Et qu'alors que quand on va dans leur sens, quand on respecte leurs besoins aux capitalistes, quand on leur dit ok, vous avez besoin de gagner de l'argent, on va gagner de l'argent. Ils peuvent plus dire non. On néglige pas leurs besoins, on leur dit pas on va soustraire ton besoin au mien. Il n'y a plus une opposition entre eux et moi. Il y a un espèce de karatéka qui demande qu'une chose, c'est de me mettre une claque. Et moi d'habitude je veux pas me battre, ou alors je voudrais être le plus fort. Et là je veux pas être le plus fort et je veux pas me battre. Donc je fais de l'aïkido avec lui. Et à chaque fois qu'il me balance une loi, j'attrape la loi et je fais plotch. C'est ce qu'a fait Gandhi avec les Anglais en fait. À chaque fois qu'il lui posait une loi, une contrainte, il faisait un grand sourire, il disait d'accord, dans ces cas-là on va faire ça. Et vous avez mis la barrière là, donc dans ces cas-là on va faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, mais de toute manière on va aller où on veut. Et qu'en fait il n'y a rien qui nous empêche, si ce n'est l'aigreur, le fait que quand on est aigre, on développe des stratégies de lutte contre, et on se retrouve dans le camp de Monsanto, sauf que lui, il a des millénaires d'accumulation de pouvoir, et que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et alors que quand on est vraiment dans la créativité et hors de la dualité, Monsanto, il est mais complètement impuissant. Il peut rien faire contre des gens qui plantent des carottes jovialement, qui sélectionnent leurs semences, qui se les échangent. Je vous donne un exemple. Je fais une collection de vignes résistantes aux maladies que l'État français a interdit. Donc j'ai pas le droit de les vendre, j'ai pas le droit de les diffuser, j'ai pas le droit de les planter. Parce que c'est censé être des plantes toxiques. Maintenant, il se trouve que dans toutes les jardineries, on vend des Datura, Stramonium très toxiques. Donc qu'est-ce qui m'empêche de vendre des lianes grimpantes à fruits potentiellement comestibles et résistants aux maladies? Il suffit juste que je ne mette pas le nom de la variété
et que je ne vous vende pas un plant de vigne pour faire du raisin. Et si tant est qu'on me ponde une loi qui m'empêche quand même de le faire. Je fais un processus qui dit vous voulez adhérer à l'association La Forêt Nourricière, en échange de 20 € d'adhésion, vous recevez une plante ornementale à fruits potentiellement comestibles. Ils peuvent faire des lois, ils vont mettre 6-8 mois à faire une loi, en 5 minutes, hop, et vous pouvez refaire une autre loi, les gars. Alors que je me mets dans la dualité, dans l'aigreur, ils me font une loi, et là, putain, les enculés, on peut rien faire. Et il se passe quoi? Rien. En gros, si ce n'est que je suis aigre et que j'avance pas. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'articule, ces principes. Je dis pas que c'est facile, hein, et je vous dis franchement, moi il a fallu que je nettoie un petit peu tout le bordel qu'on avait mis à l'intérieur de moi pour arriver à me poser face à mon ennemi, ce qui me gratte, ce qui m'énerve, le campagnol, la limace, et d'arriver à dire ok, t'es pas content, t'es énervé, ok, mais constructivement tu poses quoi maintenant? Et alors qu'avant je restais dans l'énervement, je sortais pas de ça. Pour illustrer ce propos, là, la recherche permanente d'équilibre, on s'aperçoit que pour trouver cet équilibre, il faut être dans l'instant présent pour recevoir des informations justes. Vous voyez, quand on me colporte sur une loi, quand on me dit ils ont fait une loi pour empêcher les jardiniers de faire leurs semences dans leur jardin, c'est très souvent que je vais m'énerver avant même d'avoir vérifié le colportage qu'on vient de me donner. Alors que je peux aller voir le texte de loi, je peux aller voir sur quoi il s'appuie, comment le démonter, mais je vais rester suffisant. Je ne vais pas aller observer l'écosystème avec une grande jumelle et en éteignant mon processus mental et mon processus émotionnel. Je ne vais pas être très attentionné en fait, je ne vais pas être comme une caméra qui observe, et qui d'un seul coup a une super intuition. Je vais plutôt regarder avec les lunettes de mes croyances et je vais m'énerver et je vais me décourager tout seul. Et donc là ce qu'on va voir c'est comment rentrer dans le processus pour observer sans être dans la dualité. Et pour ça je vais prendre le processus de Marshall Rosenberg, et le processus CNV, communication non violente, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc là, ce qu'on voit au centre, c'est la pyramide des besoins fondamentaux de tous les êtres vivants. Et bon, pour les besoins d'évolution et d'accomplissement, on est plutôt dans la race humaine que chez les poules ou les serpents. Besoin d'évolution et d'accomplissement d'un serpent, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes que les nôtres. Mais il se trouve qu'en fait, c'est Abraham Maslow qui a hiérarchisé les besoins fondamentaux. Ils se sont aperçus au long du temps en fait qu'un besoin qui néglige ses besoins physiques et physiologiques, donc quelqu'un qui a l'estomac vide, qui ne cherche pas un abri, qui cherche à bouffer. Ensuite, une fois qu'il a trouvé ses besoins physiologiques, il s'est rempli l'estomac, qu'il a bu de l'eau potable et qu'il a fait des exercices qui fait qu'il est bien dans son corps, il y a un processus de recherche de sécurité qui fait qu'il va chercher à se mettre à l'abri du soleil, à l'abri des intempéries, du lion, des moustiques. Donc on a un besoin de sécurité matérielle, de protection, et donc de se retrouver dans un nid, et dans un cocon, un peu comme tous les animaux. Donc une fois que j'ai rempli mon estomac, pris soin de ma santé et que j'ai un abri, je m'aperçois que dans cet abri, je m'ennuie à mourir. Au début, j'ai l'impression que c'est ça qui va me combler en fait, mais qu'une fois que j'ai cette maison, je me retrouve tout seul dans cette maison. Il manque quelque chose quoi. Il manque en fait le fait qu'on a des animaux sociaux, on a besoin d'affiliation. On a besoin d'interaction avec les autres, en fait on a besoin du miroir de l'autre pour se voir. Et donc une fois que j'ai ma cabane, je vais chercher une tribu, je vais chercher une amoureuse, je vais chercher une famille, un contexte tribal autour de moi, une association. Et on va tous avoir besoin de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se retrouve tout seul chez soi, à un moment, même les gens aigres et qui sont tout seuls, à un moment ils sont aspirés à aller boire un coup à l'extérieur, voir du monde. Et donc une fois que j'ai rempli mon estomac, que j'ai un abri, une protection et que j'ai un groupe autour de moi, il y a comment je vais avoir confiance et de l'estime de moi dans ce groupe. Imaginons que dans ce groupe, ce soit une religion qu'on n'aime pas, X ou Y, qui nous impose quelque chose qu'on ne veut pas. Ben, j'ai toujours un de mes besoins fondamentaux qui va être insatisfait, frustré, et je vais avoir besoin de quitter cette communauté, ou de la changer. Parce qu'il y a une partie de moi qui est négligée, en fait, qui a faim d'évoluer. Et tant que cette possibilité d'évoluer n'existe pas, je vais avoir une carence en moi. Et il faut bien comprendre que c'est de l'ordre de la survie, exactement pareil que si je ne mangeais pas. Votre corps, enfin ça a été étudié, hein, mais une personne qui n'a plus de perspective dans la vie,
qui voit le monde de façon négative et qui est complètement enfermé dans ses possibilités, son corps va se mettre à développer des maladies. Elle va se faire des ulcères, des cancers, elle va tellement être mal dans cette non-évolution qu'il y a une maladie qui va venir illustrer ce déséquilibre. Et donc, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, j'ai remarqué que très souvent, on avait tendance à juger ceux qui sont un peu exigeants en se disant, bah, attends, lui ou elle, il a tout, attends, il a le fric, il a une belle baraque, il a un machin, hein, et ça lui suffit pas, faut qu'il vienne nous pisser son vinaigre en réunion et il est jamais content, quoi. Alors qu'en fait, non. Là, quand je fais ça, je suis dans la lutte, je considère que ce qu'il fait, c'est en trop. Alors que si je reconnais qu'en fait, s'il est si chiant dans les réunions, c'est qu'il y a un de ses besoins fondamentaux qui est négligé, et que peut-être il a rien à faire dans ce groupe, ou peut-être il faudrait que le groupe change pour être plus évolutif. Donc il se trouve que même des besoins de l'ordre d'évolution et d'accomplissement, c'est de l'ordre de la survie. On peut mourir d'être asphyxié psychiquement. Donc tout ça pour dire en fait qu'il y a ces besoins, en bas c'est la survie et en bas c'est la vie. En haut, là, quand je suis en haut, que je comble tous ces besoins, je suis dans la position de Gandhi, de Bouddha, de Jésus, de je sais pas qu'est-ce qu'il y a, de Pierre Rabhi, pour quelqu'un qui parle de notre époque, de Luther King. Je suis face à un être humain qui est serein, qui est posé, qui est constructif, qui a une énergie créative infinie, que tu lui balances n'importe quelle saloperie dans les pattes, il arrive, il fait « Ah, ça dans mon compost, oh, je vais en faire des beaux légumes ». Il fait feu de tout bois, on lui balance n'importe quoi, il l'accueille, il l'accepte, il le transforme, et ça devient plus équilibré, plus juste. Et alors que quelqu'un qui est là-dedans, il est vraiment dans la survie, dans la mort, et en général, il est très impuissant. Donc en fait, la négligence de nos besoins fondamentaux crée inéluctablement la frustration, la colère et la violence. Frustré, en colère et violent. C'est des conséquences naturelles en fait. Et très souvent, quand on va brandir nos besoins fondamentaux, donc des besoins en fait, ici symbolisés par la bande bleue. Les besoins, on les a tous en commun. On a tous besoin de manger sain, on a tous besoin d'un abri, on a tous besoin d'affiliation, on a tous besoin de confiance et d'estime de nous, on a tous besoin d'évoluer. Donc il y a quelque chose en lien entre nous tous, même si on a tous des visions différentes, il y a quand même quelque chose qui nous rassemble tous. Quand on voit un bébé qui tombe et qui s'éclate la tête par terre et qui pleure, on est tous tristes. Enfin, on est tous un peu émus, quoi. Donc on a tous un kit de base qui, quand il est négligé, ça a les mêmes conséquences. Frustration, colère, violence. Et ces besoins, très souvent, par notre culture nous a coupés de nos besoins. Dans une culture civilisée où on est des esclaves, concrètement, hein, le début de la civilisation, c'est le début de l'esclavagisme, et qu'on ne contraint pas des esclaves à faire ce qu'on veut en leur disant « prends soin de tes besoins fondamentaux ». Non, ça va être plutôt « fais ce qu'on te dit ». Tu avais besoin de ça, tu as besoin d'aller faire pipi quand tu es petit, bah ouais, mais on est une classe de 40, on peut pas... Donc tu serres les fesses et tu attends la récré. Et donc on a passé toute notre vie en fait à frustrer nos besoins fondamentaux, à leur dire « tais-toi », à essayer d'être Jésus-Christ et des moines bouddhistes, alors que j'ai une grande frustration, je suis en colère contre lui, je me dis « oh, c'est pas bien Franck, t'es en colère, t'aurais pas dû... va refaire des méditations ». Et du coup je refais des méditations, 3 mois, je reviens face à l'autre qui me dit va te faire mettre, tu me fais chier. Grosse colère, et je n'y arrive pas, et je retourne méditer, et ça change rien en fait. Alors qu'en fait, l'autre, ce qu'il a besoin, c'est de dire ouais, je t'ennuie avec mes méditations, ma communication non violente. Bah, toi, tu m'ennuies avec ta non-méditation et ta violence. Et donc, du coup, ce qui me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fout ensemble en fait? Pourquoi je supporte de te côtoyer? Et pourquoi tu supportes de me côtoyer? Et là, en général, quand on pose ces bases-là, si on doit se séparer, ben bizarrement on se sépare, et si on doit avoir des valeurs constructives, ben bizarrement l'autre il va faire l'effort de mettre des valeurs constructives. Donc en gros, en général, nos besoins fondamentaux, on en est coupé par notre culture. On nous a appris on a mis des barrières qui font que quand on est joyeux et exubérant, ben on se calme parce qu'il ne faut pas être trop agité, et quand on est en colère et que ça ne va pas, ben on se calme parce qu'il ne faut pas être trop agité. Vous avez déjà remarqué ça, on le fait tous. Et en général, ceux qui l'expriment, on appelle ça des fous la merde. Et ceux qui se taisent, on appelle ça des gens sympas.
Et quand on observe les gens sympas et qu'on va voir leurs blessures intérieures, ils disent « On est marre, tout le monde profite de moi, je fais jamais ce que je veux, et puis de toute manière, je suis toujours au service des autres, mais les autres s'en foutent, et machin. » Et quand on voit les blessures intérieures de celui qui s'impose, il dit bah, « C'est juste ce que je fais, mais je suis tout seul, j'en ai marre. Ils négligent leurs besoins, ils s'en rendent même pas compte, et moi j'essaye de faire un monde meilleur, mais ils me rejettent. » Vous avez déjà remarqué, c'est un peu ces clivages extrêmes en fait, où moi j'étais plutôt fou la merde dans un groupe, j'étais plutôt à dire tout ce qui va pas, et alors que personne n'était prêt à composter en fait. Donc j'étais un fou la merde. Mais en même temps elle était là avant moi, hein. Je l'ai pas foutu la merde, j'ai fait que lever le tapis. Et donc à cause de mes barrières, de mes blocages, mes besoins fondamentaux ne vont pas remonter jusqu'à mon cerveau. Donc naturellement mon cerveau il va tourner en boucle. Et ce qu'il va exprimer, c'est des désirs. Donc là, je vais prendre deux caricatures. On va dire ça, c'est madame, et puis ça, c'est monsieur. Monsieur, il a besoin de sécurité, parce que c'est la fin du monde, la fin du pétrole. Les hordes barbares vont nous envahir pour voler nos carottes bio. On parle ça. Et là, c'est madame, qui veut un monde d'amour et de bisounours avec une belle yourte et des fleurs pour que ce soit beau et qu'on vive dans le bonheur et l'amour. Et là, quand madame, elle dit ça à monsieur, monsieur, il voit la yourte en fait. Il voit la yourte des bisounours. Et face à sa horde de barbares, il se dit mais t'es malade ou quoi? Et madame, quand elle voit le château fort blindé, ça lui rappelle les HLM, le supermarché et tout ça. Un truc froid et austère. Et donc du coup, elle dit mais t'es malade. En plus c'est carré, c'est pas beau, c'est froid. Et oui mais c'est solide. Alors que ton truc c'est tout mou, regarde. Et donc du coup, en fait, ils vont opposer leur vision du monde. Ils ont chacun un besoin, elle a besoin de douceur, d'amour et de beauté. Et lui, il a besoin de sécurité et d'efficacité. Ces deux besoins qui sont légitimes. Hein. Enfin, les deux, il n'y en a pas à soustraire. Et donc à partir du moment où on est tous les deux coupés, on regarde tous les deux notre tour, là. Hein, c'est symbolisé par les fleurs vertes. Elle regarde la tour, il regarde la yourte. Et ça s'oppose. Yourte contre tour. Et en général, c'est la tour qui gagne. Non, ça dépend. Des fois, c'est la yourte qui gagne. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des fois. Je ne vais pas caricaturer. Donc très souvent, en fait, on va opposer nos rêves. On va opposer nos désirs en négligeant les besoins qui sont en dessous. Alors que si on apprend le processus CNV, si on guérit nos blessures intérieures, on n'a plus de blocage qui nous coupe de nos émotions, et qui, donc du coup, j'ai une émotion, je suis en colère, hop, je vais descendre. C'est quoi la colère? Pourquoi je suis en colère? Ah, j'avais besoin de ça. Et là, j'ai le vrai besoin fondamental. Donc je suis en colère parce que j'aurais pas ma tour. Ah, mais c'est quoi que je cherche dans la tour? Ah, mais c'est la sécurité. Ok. Et donc du coup, je vais faire le même geste. Je vais dire, ah, mais elle cherche quoi derrière sa yourte? C'est quoi qu'elle veut dans le fond? Ah, de la douceur, de la beauté, de la simplicité. Ah, ok. Et donc du coup, grâce à notre super encéphale, il pourrait y avoir le château yourte. Avec des petites fleurs, des petits drapeaux, des créneaux arrondis. Et on aurait bien la sécurité du château fort tout en ayant la douceur, la beauté, la procession. Donc pourquoi soustraire et opposer nos besoins alors qu'ils sont cumulables? À votre avis, pourquoi? Parce qu'on est dans la dualité, tout simplement. Parce qu'on croit qu'on a raison, qu'on est dans le bon camp et l'autre est dans le mauvais. Alors qu'en fait, on est tous les deux dans le bon camp et dans le mauvais camp. C'est juste qu'on ne cherche pas l'équilibre. Et qu'on ne cherche pas la complexité, la biodiversité. Et donc, je ne dis pas que c'est facile de pratiquer ce processus. Hein. C'est un truc, même mes formateurs... des fois quand je les vois avec leurs enfants, avec leurs parents, je m'aperçois que c'est pas toujours. Et même moi, si vous m'observez, vous verrez que c'est très souvent que je redérape dans la dualité. Mais la différence maintenant, c'est que je fais hop, 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 attends, je suis où là? Ah oui, je suis en train de te juger et je suis en conflit, ok. Et je peux facilement découdre, revenir au processus, comprendre mon besoin, comprendre le besoin de l'autre et créer un contexte juste. Ça vous parle? Beaucoup. Alors du coup, donc là ce qu'on va voir, ça c'est un peu la théorie, là on va voir le principe, le processus. Donc c'est en 4 phases. Il y a l'observation des faits. Observer les faits objectivement. Il s'est passé ça. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça.
Et j'étais en colère, j'étais joyeux. Et les faits. Très souvent, on déforme tous les faits. Je sais pas si vous avez remarqué ça, ou très souvent quand on a dit « Ah, t'avais dit ça !» Mais j'ai pas dit ça du tout. Non, t'as compris ça. Donc déjà commence par dire de ce que tu as dit, de ce que j'ai compris, il me semble que tu as dit ça, et là l'autre me corrige, et je vais pas croire qu'il est de mauvaise foi, je vais comprendre que j'ai compris de travers. Que c'est juste mes lunettes qui sont un peu déformantes, quoi. Donc des faits, observer des faits objectifs. Donc par exemple, une personne dans un groupe, on imagine, on est le groupe de permaculture de Nord-sur-Erdre, on fait des réunions tous les mois pour ce machin, et il y a Jean-Claude qui est toujours en retard. Toujours avec 3/4 d'heure de retard. Et donc naturellement, j'ai mon besoin d'efficacité, du fait qu'on soit un groupe, donc on se rejoigne à des heures fixes et pour être plus efficace, qui va m'amener à juger Jean-Claude et à lui dire t'es chiant, t'es toujours en retard, on ne veut pas compter sur toi. Donc l'autre il se prend une grosse charge affective et en gros on ne va pas prendre en considération son besoin. Peut-être qu'il est toujours en retard, il y a des bonnes raisons. Et surtout, je vais caricaturer. Je ne vais pas voir des faits objectifs. Et l'autre ne va pas le recevoir. Vous avez déjà remarqué, quand on dit toujours, bizarrement, il y a toujours l'exception qui ressort. Et là, on va dire, Jean-Claude, t'es toujours en... c'est pas vrai, la semaine dernière, je suis arrivé à moins de 10 minutes. Et là, ah putain, merde, sur 10 fois, t'es arrivé 9 fois en retard, faut que tu prennes l'exception comme... Ah oui, bah toi, tu caricatures, tu essaies de faire une règle alors qu'il y a des exceptions. Laisse-moi une porte de sortie, quoi. Donc, à Jean-Claude, si je lui dis, j'observe que ces 6 derniers mois, corrige-moi si je me trompe, ces 6 derniers mois, il me semble que tu es en moyenne arrivé à chaque fois avec à peu près une demi-heure de retard. Mais corrige-moi si je me trompe. Là, j'assène pas une vérité et je lui dis pas toujours. J'amène quelque chose de relatif où l'autre il est forcé de prendre ce que je suis en train de lui dire parce que c'est relatif. Et effectivement, si je me suis trompé, il va me corriger. Parce que peut-être c'est moi qui étais arrivé en retard et qui ne me suis pas rendu compte qu'il arrivait en avance avant moi plusieurs fois. Et donc, le fait d'observer des faits objectifs, ils ne seront pas démontables par l'autre. Si je les caricature, ils seront démontables. Et je ne pourrai pas me sentir entendu. Donc ensuite, c'est observer les sentiments que je ressens face à ces faits. Quand j'observe, Jean-Claude, que tu es arrivé 8 fois en retard ces 6 derniers mois, je me sens un peu frustré. Ou là, je pourrais me sentir en colère, ou furieux, ou exaspéré, ou là, et Donc, et ça m'appartient en fait. C'est peut-être des grosses blessures intérieures et ça m'appartient. C'est pas grave si tu arrives en retard en fait. C'est moi qui vis ça comme quelque chose de grave. Donc déjà, je suis propriétaire de ce que je ressens. C'est pas toi qui me mets en colère. Je me mets en colère quand j'observe que des gens rentrent en retard, arrivent en retard. Mais c'est peut-être lié à ma famille, à mes croyances, à mes blessures intérieures, à une impatience que j'arrive pas à gérer. Donc là, je retrouve mon pouvoir, en fait, le fait d'accepter que les sentiments que je vis moi, c'est à moi en fait. L'autre n'en est pas propriétaire, j'ai pas à lui donner le pouvoir de m'énerver. Je m'énerve tout seul quand certaines personnes font ça. Mais je vois bien que toi, quand l'autre fait ça, toi tu t'énerves pas. Donc c'est pas toi qui es énervant, c'est moi qui m'énerve. Et ça, il y a une grosse différence dans la réception de l'autre quand on prend sa propre responsabilité, ses blessures intérieures de là où on en est nous, quoi. Donc Jean-Claude, quand j'observe que tu es arrivé 4 fois en retard ces derniers mois avec plus d'une demi-heure, je me sens un peu tendu. Bon, mais ça m'appartient, voilà, c'est moi qui suis tendu, et voilà, je te le partage. Ça me tend quand tu fais ça. Et ensuite, de voir quel besoin fondamental est lié à la fois dans ce qui se passe pour moi et dans ce qui se passe pour l'autre. Donc Jean-Claude, quand j'observe que tu es arrivé 4 fois en retard ces 6 derniers mois avec plus d'une demi-heure de retard, je me sens un peu frustré parce que j'ai besoin d'efficacité dans notre groupe. J'aimerais que ça avance, j'aimerais bien que ce soit plus spontané, plus organisé. C'est mon besoin en fait. Et là, je vais faire une demande claire et négociable. Jean-Claude, tu crois que ce serait possible pour toi d'arriver à l'heure? Parce que peut-être c'est pas possible pour toi. Peut-être qu'en fait, tu viens du travail, on a choisi un horaire avec ce groupe où de toute manière, toute l'année, tu seras en retard et t'as pas le choix. Donc peut-être il faudrait qu'on décale l'horaire de notre réunion. Ou peut-être il faudrait que tu sois moins impliqué dans la sauce pour pouvoir venir quand tu peux. Et qu'on compte pas sur toi, qu'on soit pas énervé quand t'es pas là. Donc vous voyez, il y a 1000 et une façons de faire en sorte que Jean-Claude puisse arriver en retard sans que ça nous foute en colère. Je sais pas si ça vous parle, je sens un grand silence là. Complètement, c'est bien.
Donc en gros, le processus CNV, c'est quand j'observe, je ressens, parce que j'ai besoin, serait possible, est-ce que ce serait possible de... Et donc de faire une demande à l'autre ou à soi. Donc maintenant, je reprends contexte de couple. Quand j'observe, donc je suis la dame, et je vais tirer un shoot au monsieur. Quand j'observe tes chaussettes crades sur la table de la cuisine, je me sens furax, parce que j'ai besoin de propreté. Est-ce que ce serait possible pour toi de débarrasser cette table et de faire attention à mes besoins de propreté? Et là, le mec, il fait... Non, pire, ta gueule, j'entends pas la télé. Et là, on s'aperçoit que le processus CNV, tous les gens que je vois qui viennent des stages de CNV, quand je les fous dans ce petit jeu de rôle, là, en général, parce que moi, je me mets le protagoniste, je vais, ouais, tu m'emmerdes avec tes CNV, là, j'observe besoin, machin, fait chier. On fait quoi à ce moment-là? Vous feriez quoi à ce moment-là? Change de mec? Un clou sur le genou? Non. Une masse. Là, il y a une bonne idée là. Bah, on se demande on se fait une demande claire et négociable à soi-même, donc on peut partir du principe. Imaginez, je me retrouve dans Je suis la dame, et d'un seul coup, je prends un pas de recul. Donc je vais m'appeler Françoise. Donc Françoise, quand tu observes la situation, que tu demandes à Jean-Claude de ranger ses chaussettes et qu'il te dit tu me fais chier avec tes CNV, va te faire foutre, j'ai envie d'écouter la télé. Comment tu te sens? Je me sens furieuse! J'en ai ras le cul! Parce que j'ai besoin de respect de moi-même, de respect de ma personne. Mais Françoise, mais qu'est-ce que tu fous avec ce type? Mais quelle maltraitance tu vas encore te faire subir avant de prendre conscience que tu es un être précieux et que tu dois prendre soin de toi. Donc là, elle revient vers monsieur, elle dit, quand j'observe tes chaussettes sur la table et qu'apparemment t'en as rien à faire, tu préfères la télé, je me sens encore plus frustrée et vraiment là, haineuse contre toi, parce que j'ai vraiment besoin d'amour, d'harmonie et que je sens que ça va pas venir. Donc ce que je te demande, c'est de prendre tes valises. Non, ce que je te demande, c'est comment tu vivrais que d'ici ce soir, j'ai pris mes valises et que je te laisse la maison. Ça, c'est négociable, en fait. Je suis pas en train de lui imposer, espèce de connard, maintenant je te quitte. Non, je lui dis comment tu te sens. Je lui dis quand j'observe ce qui se passe, il y a mes besoins, ils sont là, ils sont négligés. Et je te dis, ben, du coup, moi, ce que je te propose, c'est que je m'en aille ou que tu t'en ailles. Comment tu vis avec ça? Et là, l'autre, il va dire, oh, t'exagères quand même, tu vas un peu loin. Ben, non. Là, j'en suis là, moi. Ah bon? Vraiment, tu vas te barrer? Vraiment? Ah oui, vraiment. Et là, bizarrement, il range ses chaussettes, le gars. Et ce que j'observe, c'est que très souvent, madame, elle est restée pendant 30 ans à négliger ses besoins, à espérer que spontanément, il range son bordel, alors qu'elle n'a jamais eu le courage de lui mettre les injonctions et de dire, si tu continues, je me casse. Donc en gros, madame, elle est là avec ses petites peurs, ses carences affectives, ses besoins matériels. Qu'est-ce que je vais faire si je suis toute seule? Comment je vais gérer mes besoins affectifs et financiers et tout ça? Et en fait, elle reste avec ce type parce qu'elle a peur. Parce qu'elle est impuissante et qu'elle a peur. Et que donc, j'ai un besoin de sécurité matérielle, avoir une maison. Et puis j'ai un besoin d'accomplissement, d'évolution, de douceur. Et ces deux besoins sont en conflit en moi. Dans mon couple, j'ai bien une baraque. On fait l'amour une fois par mois, mais je ne m'y retrouve pas. Et donc j'ai des besoins, et en fait si je veux combler ces besoins-là, je perds ceux-là. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je néglige mes besoins d'évolution et je stagne, j'attends en fait. Et la pression monte. Et au bout de 20 ans, en général c'est un troisième larron qui se rajoute dans l'affaire. Et quand elle dit je me casse, c'est parce qu'elle a trouvé une porte de sortie matérielle. Et elle passe de chez Jean-Claude à chez Bernard. Et alors, ça se passe dans l'autre sens aussi, hein. J'ai pris cette caricature, mais des fois c'est la nana qui est bordélique et le mec qui est rangeur, des fois... Et c'est très souvent qu'on va opposer des besoins par peur, et que c'est une histoire de force. Donc si monsieur il se sent plus stable, plus fort, s'il y en a un qui aime plus l'autre que l'autre, il va y avoir un vainqueur et un perdant, enfin un gagnant, un perdant. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est des contextes gagnant-gagnant. Et que quand il y a quelqu'un qui nous impose de perdre ensemble, il faut savoir passer par la phase perdant-perdant pour ensuite se retrouver dans une phase gagnant-gagnant. Quand mon mari ou ma compagne me force à une situation que je vis extrêmement mal, ou que ce soit mon voisin par exemple qui va venir m'épandre du Roundup juste devant ma fenêtre, juste devant
Et ben là, du coup, il y a des fois, on est obligé, c'est ce que dit Thomas Dansembourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Au début, quand il s'est formé à la CNV, il était un peu bisounours. Et puis quand il s'est retrouvé avec il loue des appartements à Québec, et quand il s'est retrouvé avec des squatteurs, des gens d'une mauvaise foi infinie, qui n'avaient pas les sous pour payer l'appartement, et qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, eh ben ils l'ont emmené jusqu'au bout, et il a fallu qu'il fasse appel à la justice, et qu'il les fasse expulser. Et il disait, en tant que bisounours non violent, j'ai pris une claque. Parce qu'il s'est senti vachement mal à l'aise de mettre dehors ces gens, en fait. Et pourtant, c'était juste, c'était ses besoins. S'il les fout pas dehors, c'est lui qui peut plus payer son... C'est lui qui se retrouve à la rue, en fait, pour aider les autres. Et donc, il s'est dit, c'est pas juste, en fait. Mes besoins, je les comble en premier. Et donc, du coup, ils l'ont amené dans ses retranchements. Et il y a des fois où le paysan, le voisin, va nous amener dans nos retranchements. Si le paysan est aigri et vraiment a besoin, lui, de combat, de fighting, peut-être il va falloir passer par la loi, par le fighting, pour qu'il arrive à respecter nos besoins. Et si il est prêt à respecter nos besoins, c'est ça, souvent, j'observe ça, hein. C'est quand le paysan va épandre son Roundup et que ça vient sur nos petites adventices, nos mauvaises herbes cultivées, en général, on est en colère, on est furieux, on trouve ça dégueulasse. Par contre, quand nos graines de chardon s'envolent, et Claude, ça fait 400 ans qu'il massacre la nature pour que ce soit propre, 400 ans qu'il essaie de les éliminer, ces chardons, et vous êtes là, et vous croyez que c'est juste. Non, c'est aussi injuste en fait. C'est dégueulasse ce que vous lui faites vivre. Et c'est juste que vous n'en avez pas conscience. Et quand vous allez voir le paysan en lui disant « Ah, j'ai conscience que vous devez être furax avec mes chardons, moi je suis vachement embêté parce qu'en fait je suis passionné d'oiseaux, on les filme, on les enregistre, et le seul moyen d'attirer les chardonnerets c'est d'avoir des chardons. Et en même temps je vois que les graines elles partent chez vous, et j'imagine que vous devez être furax quoi. » À votre avis, il fait quoi le paysan ? Il dit ben ouais. Et quand vous lui dites, au fait, parce que moi je ressens la même frustration quand vous épandez le Roundup près du jardin. Et j'imagine que quand vous venez épandre le Roundup bien près du jardin, quand le vent vient vers chez nous, c'est pour que ça aille le plus loin possible vers les chardons, quoi. Ben ouais. Et si on mettait une grande haie de thuya entre nous, comme ça, mes graines passent pas chez vous, votre Roundup passe pas chez moi. Ben ouais. A priori, il a rien contre, sauf si ça fait baisser les rendements de son blé. Et à ce moment-là, si vous proposez une compensation, mais il va falloir toujours trouver quelque chose de juste en fait pour que son besoin à lui soit comblé et que mon besoin soit comblé, et créer un truc où on va être de bons voisins, même si on est dans deux écosystèmes qui n'ont rien à voir. On s'aperçoit que les ours cohabitent avec des pumas, des chacals, et pourtant ils s'entendent pas, hein, c'est pas la farandole des bisounours, mais ils ont réussi à mettre une frontière entre leurs territoires pour que les deux comblent leurs besoins fondamentaux. D'accord, mais pas du thuya, hein. Tu mets une haie mixte. Soit. Et comment ça se passe quand nos besoins fondamentaux, finalement, ils ne s'arrêtent pas juste à notre propriété de terrain, mais plus à une volonté. Alors tout à l'heure, tu disais qu'on ne va pas sauver la planète, on n'est pas le prochain. Je pense qu'on se considère tous un peu comme ça si on veut faire du bien, et on ne veut pas faire juste du bien pour nous, mais à une échelle un peu plus grande. Et c'est pas le fait que le mec utilise du Roundup et que ça va saloper mon terrain, c'est le fait qu'il salope la planète et que du coup il participe à une action qui est pas bonne, quoi. Donc le tolérer c'est une chose, enfin lui parler c'est une chose, mais quel processus on peut mettre en place pour qu'il y ait un moyen justement de communication, soit de compréhension, soit de pratique en commune qui le ferait changer. Parce que là on accepte. C'est vachement complexe parce que là, si je réponds à ta question, je rentre dans on. Alors je n'accepte pas que mon voisin fasse des choses comme ça, et ça me met en colère parce que je considère que c'est un non-respect total déjà de lui-même, de sa famille, de ses voisins et de sa planète. Et j'aimerais lui apporter une vision plus pérenne de ce que sera la vie dans 100 ans si jamais il ne continue pas ses actions, quoi. En fait, c'est éduquer, communiquer, puis après action de groupe. En tout cas, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est dans un stage de communication transformative où j'ai pris conscience que j'étais en permanence dans l'impuissance et dans 0% de pouvoir. Qu'à partir du moment où j'essaie de changer l'autre, de changer le système, de changer l'extérieur, de changer que quand je suis dans
je perds tout mon pouvoir. Si par exemple je me dis, je vais faire ça, qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. On va faire ça, qu'est-ce qui m'en empêche? Faut qu'on se mette d'accord. Et là on tombe sur les réunionites aiguës, ouais mais non, mais ouais. Et que ça me frustre grave. Donc je pense qu'il y a des solutions d'action quand des individus trouvent leur propre équilibre, retrouvent leur propre pouvoir à créer de l'harmonie dans leur vie, elles sont posées en fait, elles sont plus aigres, et du coup s'organisent pour modifier les organisations. Et ça c'est par exemple ce que fait Pierre Rabhi. Quand il crée les banques éthiques, là, quand il développe les banques éthiques avec la NEF, avec le crédit coopératif, avec les fondations pour financer des projets écologiques, les mecs ils jouent avec le pognon comme des capitalistes et derrière les capitalistes ils ont qu'à courir derrière et essayer de suivre. Parce que le jour où on fera plus de pognon avec l'écologie qu'avec la pétrochimie, ils seront obligés de nous suivre. C'est le pognon, ils courent derrière le pognon. Donc, donc j'ai pas de solution en tout cas comme ça de clé en main à te donner. En tout cas ce que j'observe c'est que ce qui va faire, je vais prendre cet exemple, ça m'a vraiment parlé parce que c'était un cas concret de CNV, je l'ai vécu en atelier. Un apiculteur dont le voisin est arboriculteur vient d'épandre ses pesticides en mois de mai là, ses 25 traitements, toutes ses abeilles crèvent. Et donc il vient en atelier de CNV pour essayer de jouer ça. Alors, nous on était bien emmerdés quoi. Et donc du coup, on joue les jeux de rôle, on a tourné en rond pendant des heures à essayer de trouver la porte de sortie. À chaque fois, on trouvait la porte de sortie quand le paysan devenait un bisounours sympa. Et donc du coup, il n'était pas vraiment convaincu le monsieur. Il rentre chez lui, mais quand même avec une vision de la non-dualité, de respecter ses besoins et respecter les besoins de l'autre et faire des demandes claires et négociables. C'est surtout ça qui lui a parlé, de faire une proposition claire et négociable. Donc du coup, il va voir son voisin, il lui dit voilà, je suis embêté parce que il y a 2 mois, tu as épandu tes pesticides. Je comprends que pour toi, c'est important parce que c'est ta récolte de pommes. Moi, je voulais te dire, en fait, là, j'ai un plan à bois de chauffage. Je pourrais gagner peut-être, au moins, on m'en donne au moins 200 € la stère. Et donc, du coup, j'ai une tronçonneuse. Je voudrais savoir si tu étais OK pour que je vienne te couper quelques arbres. Tu rigoles ou quoi? C'est une blague? Il fait non, je suis très sérieux. Et je voudrais savoir ce que tu ferais. Parce que je vais venir avec ma tronçonneuse, je vais couper tes arbres. Donc je voudrais savoir ce que tu vas faire. Et tu fais, t'es sérieux? Tu veux savoir ce que je vais faire? Tu vois le fusil sur la cheminée là? Viens me couper mes arbres, tu vas voir ce qui va t'arriver. Là il le reformule avec les outils qu'on nous avait appris, reformuler mot pour mot, pas déformer les faits, être dans l'observation claire et objective. Ouais, de ce que j'entends, si je viens et que je coupe tes arbres, que je coupe ta façon de gagner du fric, tu vas prendre le fusil et tu vas m'en mettre un coup dans la tronche. C'est ça que tu es en train de me dire. Okay. Va chercher ta tronçonneuse, tu vas voir. Et là, en fait, naturellement, ce qui lui vient, c'est des émotions, en fait. Les émotions, vous avez déjà vu un homme qui entre en émotion? En général, ça fait son menton, il fait ça. Et bien après, il fait... Mais lui, on lui a appris, non, si tu laisses sortir l'émotion, en fait, elle peut être juste des pleurs, de la tristesse, en fait. Et ça peut être très, très puissant. C'est juste au pays des bisounours, on a tendance à croire que quand on pleure, on est une madeleine. Mais quand on se sert de notre créativité et qu'on est juste, le fait d'être ému, ça touche l'autre. Donc du coup, il laisse sortir son émotion. Et lui dit, mais moi je suis vachement embêté en fait, parce que moi j'ai perdu toutes mes ruches. Parce que moi tu m'as tué mon outil de travail. Et que moi je dis, j'ai un fusil sur ma cheminée et j'ai pas envie de te buter. Et qu'est-ce que je peux faire? Et il est resté comme ça, bras ballants. Et c'est sa femme qui a dit, tu vois, de toute manière, tu l'avais dit que t'es merde, de toute manière. Et donc, statu quo, il s'est rien passé pendant 1 mois. Et 1 mois après, à l'atelier, le gars revient et nous dit, vous savez quoi? Il est passé en bio. Il lui a racheté toutes ses ruches. Donc, je veux juste être clair, on n'est pas obligé des bisounours, ça va pas se passer comme ça à chaque fois. Mais si vous voulez qu'une fois ça se passe comme ça, la porte, c'est celle-là. Et que c'est pas en vous énervant contre lui, en le brutalisant, en lui faisant du mal, en utilisant les lois. Peut-être dans le bras de fer, vous serez le plus fort. Peut-être que cette fois, la loi, elle sera de votre côté. Mais vous n'aurez pas vraiment réglé le problème. Là, le problème, il est réglé sur plusieurs générations. Là. Vous voyez la puissance de cet outil, en fait, quand il est utilisé par un être bienveillant, qui a accès à sa faiblesse, qui a accès à ses besoins fondamentaux, qui n'a pas peur de perdre.
Moi, ça me parle beaucoup, en fait, cette expérimentation. Et donc, je le dis bien, ça va pas se passer comme ça avec tous les voisins. Mais il se trouve qu'il y a des fois où c'est extrêmement puissant. Et il y a des fois où l'autre, il a vraiment des blessures intérieures qui fait qu'il ne peut pas entendre. Et que si vous vous mettez à pleurnicher, vous allez dire la tarlouse. Et du coup, là, vous voyez, votre outil, il est impuissant. Donc, vous reprenez le processus jusqu'à ce que ça marche. Quitte à passer par la loi, quitte à passer par la police, quitte à passer par les médias, quitte à passer par, comme a fait Richard Wagner, là, quand le maire de sa commune lui foutait des bâtons dans les roues pour qu'il s'installe. Eh ben, il a envoyé tous les médias, le conseil général, le conseil départemental, ils ont été filmer le maire, ils allaient lui faire des interviews dès qu'il sortait de chez lui. Il y a un groupe d'action non violente aux États-Unis, ils sont géniaux. Ils avaient un problème, donc je sais plus, je crois que c'est dans le Bronx ou des zones de cités un peu, de cités dortoirs quoi, où il y avait un niveau d'insalubrité dans les immeubles qui était énorme. Et donc ils essayaient de restaurer les bâtiments. Le problème c'est que c'était la propriété de grands groupes qui en fait on n'avait rien à foutre que les gens vivent dans l'insalubrité. Ça coûtait trop cher de les restaurer, ces bâtiments. Et donc du coup ils ont été faire toute l'étude pour retrouver quels étaient les actionnaires des banques qui sont propriétaires. Ensuite ils sont allés voir quels étaient leurs besoins fondamentaux. Ça regarde quoi les bourgeois, actionnaires, députés, trucs-muches qui financent ces banques-là? Ça va au squash, au golf, à l'opéra. Il y en a 3 qui vont s'inscrire au squash, 2 qui vont s'inscrire au golf, 4 qui vont s'inscrire à l'opéra. Et alors du coup, ceux qui sont allés à l'opéra, ils y sont allés une vingtaine, en posant des petits papiers comme ça sur les sièges, en disant si vous êtes désagréé par cette odeur nauséabonde, sachez que nous sommes plusieurs à avoir mangé des faillots, que nous viendrons toutes les semaines, tant que vos maris n'auront pas statué sur le problème des immeubles, de la restauration des immeubles dans le Bronx, qui sont... C'était marqué sur le petit papier. Et en gros, on vient les faire chier à travers leur bonne femme. C'est la bonne femme qui rentre à la maison qui dit dis donc, c'est quoi ces histoires de loi, de machin, que vous faites chier les pauvres dans la cité, que vous voulez pas restaurer le machin. Putain, ils sont partout, ils sont même à l'opéra. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les gars? Ils ont restauré les bâtiments. Mais vous voyez, il y a des fois où on est obligé d'avoir des actions où on va contraindre l'autre, on va le forcer en utilisant la loi ou en utilisant l'emmerdement. Mais il faut savoir mettre quelque chose dans la balance. Mais donc on n'est ni au pays des bisounours, ni au pays de la violence, on est dans une recherche juste d'équilibre. Comme pour l'aéroport. Pour l'aéroport. Ouais. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi, ouais. Donc en gros, la question en fait c'est dans quelle énergie tu es quand tu es sur cet aéroport. Est-ce que tu es en train de construire ou de détruire? Est-ce que ton but c'est faire un monde meilleur ou détruire un monde pourri? Est-ce que ton petit cœur il est jovial, joyeux et que t'amène de l'organisation, de l'amour et de l'efficacité dans les autres, ou plutôt de l'aigreur et de la machin et qui fait que quand on nous laisse entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On se fout sur la gueule. Vous avez déjà remarqué ça, les gens qui sont il y en a marre, on veut plus de nucléaire. Tu les fous à faire un stage de construction d'éoliennes, ils sont chiants, ils parlent que de politique, ils branlent rien, l'éolienne n'avance pas, ils boivent toute la bière. Et on leur dit mais allez faire vos manifs, arrêtez de nous faire chier quoi. Et le type qui est en train de construire son éolienne calmement, tranquillement, en se concentrant le nombre de tours de ficelle autour de l'aimant pour... un tour de trop et ton éolienne elle marche pas, alors t'as plutôt intérêt d'être concentré. Lui quand tu lui dis ouais tu voudrais pas venir avec nous faire la manif contre le nucléaire, non. C'est pas son énergie en fait. Donc moi pendant longtemps j'ai été dans l'énergie destruction, donc j'étais très bien dans les manifestations. Et quand j'allais dans un stage de construction d'éoliennes, je faisais chier tout le monde. Et jusqu'au moment où j'ai été dans les énergies plutôt de construction, et maintenant aller dans une manif ça me fatigue quoi. J'ai envie de secouer les 20 000 personnes et de dire vous allez faire quoi en regardant la télé pour voir combien vous étiez à la manif avec une télé nucléaire. Les manifs de temps en temps ça évite de se faire marcher dessus et tout, tu vois. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis juste moi pendant longtemps j'ai été dans cette énergie et je pense que c'est... En tout cas ce que j'observe,
et là je veux pas en faire un dogme, mais en tout cas c'est un dogme que j'applique pour moi dans ma vie, c'est que j'observe que plus je lutte contre un système, plus je le renforce. Exact, ça c'est sûr. Que la pyramide, plus je lui casse une pierre, plus les ingénieurs cherchent des pierres incassables. Et les Black Panthers, alors, s'ils avaient rien fait, ils se seraient fait Mais il y avait de la violence, c'était pas de la simple manifestation. Ouais, on parlait de ça il n'y a pas très longtemps, les manifs contre les retraites il y a quelques années, on était 4 millions dans la rue, ça n'a rien fait, la réforme elle est passée. Je comprends bien ce que je viens de dire. Je suis pas dans une dualité où je dis. Je sais pas combien, 500, les bonnets rouges, ils étaient très nombreux, ils ont réussi leur action. Je crois que les 20 000 pédoliennes sont passées. Oui. Il y a une question d'action, il y a une question d'énergie, mais concrètement pour moi c'était un cheminement. Je m'aperçois qu'en tant qu'enfant, j'ai été frustré, j'étais impuissant, j'étais en colère contre papa, contre le système, contre le machin. J'étais dans cette énergie, et cette énergie, elle s'est dépensée dans manifestation, cassage, lutte contre, machin. Et ça a été un cheminement, et donc je ne veux pas empêcher les autres êtres humains d'avoir ce cheminement, ça a été le mien. Mais c'est juste une question d'énergie, en fait. Où tu te places, dis pas qu'il faut faire des manifs ou pas en faire. La question c'est où t'es toi dans ces manifs. C'est surtout ça qui est important en fait, parce qu'il y a besoin des deux, je pense. Il y a besoin à la fois de force de destruction. S'il n'y avait pas de force de destruction, je ne pourrais pas digérer le repas de midi. Et s'il n'y avait pas de force de construction, ça ne me ferait pas des muscles et des os. Donc les deux sont indispensables, détruire et construire. La question c'est où vous en êtes. Le problème c'est quand on est en train de faire une éolienne, à faire un monde meilleur dans un village de yourtes, et que ce qui nous anime c'est de lutter contre, là il y a un truc qui dérape en fait, et c'est ce que Pierre Rabhi appelle le PFH, le putain de facteur humain. C'est ce qu'il disait au début, maintenant il dit le précieux facteur humain. Et que c'est vrai que quand comme Bill Mollison, quand il a fait la communauté de Tagari en Tasmanie pour faire un monde meilleur, la première des choses qu'ils ont fait c'est se foutre sur la gueule. C'est ne pas être d'accord, ne pas arriver à se mettre... parce qu'ils étaient dans les énergies de lutte contre, où ils opposaient, et donc il fallait que ces processus aillent jusqu'à leur stérilité, jusqu'à montrer leur inefficacité totale pour qu'on réinvente des outils. Et là, quand on te passe les outils de CNV, des outils d'organisation comme l'holacratie, la sociocratie, les théâtres forums et autres, quand ces outils arrivent dans une communauté qui a déjà expérimenté la galère, ça s'implémente tout de suite. Ils voient tout de suite l'efficacité de l'outil, quoi. Ils en ont ras-le-bol de se battre les uns contre les autres. Et alors qu'un jeune groupe qui vient de se former, qui est militant, qui est contre, on leur propose de faire un stage de CNV, ils font bon, pourquoi faire? Moi je me souviens la première fois c'était une manifestation, je sais plus ce que c'était dans le Tarn, le forum social tarnais. Et donc rempli d'écolos, militants contre ceci, sauvons l'eau, sauvons les dauphins, sauvons ceci. Et je vois un atelier communication non violente. Et moi rien ne m'arrêtait, quoi. J'arrive, je me dis mais qu'est-ce que vous foutez là? La communication non violente est une alternative pour faire un monde meilleur. Je suis là, mais vous êtes des bisounours, nous ce qu'on a besoin c'est de tout péter pour faire un monde meilleur, et on n'a pas besoin de gens qui sont gentils, qui tendent la joue droite quand on leur frappe la joue gauche, quoi. Et elle me dit, je crois que tu devrais faire un stage. Parce que je crois que tu te trompes en fait, sur ce que c'est que la communication non violente. Parce que tu vois par exemple, le ton que tu prends là, moi ça m'agace. Parce que tu as l'air énervé, tu es en colère, tu parles rapidement et tout ça, et moi ça m'irrite. Donc je voudrais savoir, c'est possible pour toi de baisser un peu le ton, ou alors de t'en aller. Tu dis, dis donc il est vachement vigoureux ce bisounours. Et je me suis rendu compte que c'était pas un langage de bisounours la CNV, que c'était que quand on a un être humain qui est capable d'être en colère et de dire quand tu me dis ça je me sens en colère et furieux, tu peux arrêter s'il te plaît. Ben, il m'a pas insulté, il m'a pas violenté, il m'a juste dit fermement, avec un ton ferme, qu'il faut que j'arrête. Et que c'est juste en fait. Et que quand il y a quelqu'un qui exagère, je me souviens des stages de prise de décision par consensus, où on a tourné en rond pendant tout un week-end à essayer de pratiquer la CNV. Donc on jouait à un jeu de rôle où les deux protagonistes se fightaient sur un jardin partagé. Est-ce qu'on peut avoir des chiens ou est-ce qu'on ne doit pas avoir de chien? Il y en a un, son môme s'est fait mordre par un chien, il est traumatisé. Et l'autre, il est traumatisé parce que son chien n'a pas d'endroit où il peut courir. Et donc du coup, on jouait ce jeu de rôle qui était vraiment un cas de figure réel dans le jardin partagé. Et donc, ils nous ont fait tourner en bourrée comme ça. Et nous, on était tous là,
on jouait le rôle du facilitateur. Alors quand j'observe, machin, t'aurais besoin de ci, t'aurais besoin de ça. Et on était des bisounours, quoi. Et d'un seul coup, la formatrice, elle fait bon, j'ai envie que ça avance là, donc du coup, je vous montre. Je vous rappelle qu'on est à cette réunion pour trouver une solution pour ce jardin partagé. Ça fait 2 jours qu'on passe. Ça fait 2 jours que tu dis je veux pas de chien. Ça fait 2 jours que tu dis je veux un chien. Ça fait 2 jours qu'on vous demande de trouver une solution. Et vous, apparemment, vous mettez tous les deux une mauvaise foi assez pointue. Donc je vous demande, pendant combien de temps vous allez encore nous faire chier? Et là, les deux qui commencent à faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de constructif pour qu'on trouve une solution? On pourrait faire des rotations, un mercredi les chiens, un mercredi les enfants. Et en fait, là, de ce coup, elle nous prend et elle nous dit, vous êtes tous énervés. Et vous êtes là. Quand j'observe, machin, comment voulez-vous qu'on reçoive votre colère quand vous n'êtes pas en colère? Mettez-vous en colère, merde, il y en a marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de me barrer de cette réunion, dites-le. Et du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment pas bisounours. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si les liens là entre comment arrêter de se fighter avec ma femme, avec mes enfants. Tiens, on prend un exemple avec les enfants. Parents bisounours et enfants normaux. Un enfant normal, il fait quoi? Il joue, il est exubérant, il a envie de jouer, il a envie de... Donc, l'enfant, naturellement, sur les coups de 8h30, les parents disent « Allez les petits boutchous, au lit !» Et là, le môme qui a envie d'expérimenter la vie, lui, tu lui donnes des manettes, il joue. Hein. Il s'en fout bien, mal, machin, il teste, il veut voir comment ça marche. Donc la première fois, il s'aperçoit que tu es tout joyeux, que tu es tout jovial quand tu vas te coucher, alors il compte ton besoin. Et puis quand il s'aperçoit que quand lui il dit « Je pourrais faire ci, cela », non, pas maintenant. Ça commence à lui faire « D'accord. » Et là « Bon les petits bouchous, vous allez vous coucher ?» Alors des fois ils vont dire « Non, pas maintenant » quand ils sont assez assertifs. Mais souvent ils vont faire Et là, ils te forcent à avoir le deuxième cran. Allez, s'il vous plaît, le petit bouchou. Attention, le petit bouchou, je vais m'énerver. Ne me forcez pas à m'énerver parce que je commence à m'énerver. Hein. Attention, je vais vous mettre une fessée. Et il va vous emmener jusqu'à la fessée, lui. Il teste. Il est là pour jouer. Il est là pour voir la limite. Donc si vous voulez pas aller jusqu'à la limite, que vous êtes bisounours, que vous espérez que vos mômes aillent spontanément se coucher comme des adultes, alors qu'ils en ont rien à foutre de vos notions de cycle, de rythme, de trucs, qu'il faut se coucher tôt pour être en forme, le môme s'en fout royalement. Il n'est pas du tout dans sa conscience, c'est votre besoin, pas le sien. Lui, sur le moment, il a besoin de jouer. Et donc, vous négligez son besoin, vous dites, tu vas pas jouer, tu vas aller te coucher parce que c'est moi le chef. Et là, il se dit, vivement que je sois dictateur comme toi. Et ouais, en général, c'est à l'adolescence que les parents se prennent leur retour de raquette. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est allez les petits boutchous, bon, allez s'il vous plaît, bon, je vais m'énerver, et hop, et je leur en colle une. Et là, je lui en colle une, oh, il est malheureux, il vient se coucher, il est triste. Puis le lendemain, en fait, plus je lui fous des charges affectives, plus petit à petit, il va devenir résistant aux fessées. Je vais être obligé de lui cogner dessus et de prendre le martinet. Et donc tout ça en crescendo. Ça vous parle? Donc maintenant, on rentre dans la non-dualité. Les besoins fondamentaux des êtres sont cumulables, additionnables pour faire un monde juste. Donc, mes enfants veulent pas aller se coucher. Ah bon? Vous voulez pas aller vous coucher, les enfants? Pourquoi? On veut jouer. Vous voulez jouer à quoi? Au Scrabble. Enfin, ou Monopoly. Ah, je suis embêté parce que c'est un jeu long, ça va durer plus d'1 heure. Moi, je voudrais qu'on joue pas plus de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme un jeu de... On chante une chanson. Hop, on chante une chanson, après on va se coucher? Oui. Essayez, vous verrez. Hein. Et tous les jours, ils vont grappiller, ils vont essayer de tester. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que vous êtes un dictateur de l'harmonie. Et pas de ma petite pomme, ma petite tranquillité pour regarder ma télé et être enfin tranquille. Parce que souvent, quand on va dire au môme allez vous coucher, c'est pour se retrouver tout seul en fait. Et au lieu de lui dire, tu sais papa, il est fatigué, là il aimerait bien juste se détendre. C'est possible d'aller lire dans la chambre avec ta soeur ou de faire un... Et là, du coup, il comprend mon besoin. C'est totalement différent que quand je lui donne un ordre et je lui dis va te coucher sans lui dire de quoi j'ai besoin en fait. Et quand je comble son besoin et mon besoin, quand je lui dis ok, tu peux aller jouer 10 minutes,
ou 20 minutes, et après t'éteins. Et ben on va le voir, le môme avec son nounours, il va dire on joue que 10 minutes, parce que papa il est fatigué, et il a besoin de dormir. Et du coup, à travers cette expérimentation de papa prendre soin de ses besoins et prend soin des miens, ça crée un être qui passe son temps à regarder les besoins des gens, à essayer de les combler sans négliger les siens. En fait, il apprend par mimétisme. Ça vous parle ? Ah oui. Donc sachez juste que c'est pas un kit clé en main du genre je l'ai entendu, je l'applique, c'est un peu comme le motocross, le karaté et machin. Sans pratique, vous pouvez lire des bouquins sur les maths, hein, mais tant que vous ne faites pas d'exercice de maths, vous ne connaîtrez pas les maths. Et moi au début j'ai lu le bouquin de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, j'ai fait waouh, ça me parle. Vous devriez tous lire ça, bande de cons. C'était ça qui me venait en fait. J'étais convaincu mais incapable d'appliquer ce qu'il y avait dedans quoi. Parce que je gardais mes charges affectives, mon impuissance et tout ça. Et... Tu peux nous en donner le titre du livre ? Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et celui que je vous conseille en complément, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Danzambourg. Voilà, après il y a plein d'outils. Là on était très dans moi. Je pourrais prendre du temps, mais j'ai l'impression qu'on a déjà négligé le besoin d'érection de l'éolienne. Je ne sais pas s'ils l'ont érecté leur éolienne. Mais donc là on était dans dans mes besoins fondamentaux et dans mon conflit intérieur. Et de temps en temps l'interaction qu'il peut avoir avec mon voisin productiviste, avec ma femme et avec mes gosses. Mais sachez juste que le conflit naît toujours de l'intérieur de vous. C'est toujours vous qui êtes en conflit. Un besoin d'accomplissement qui est en conflit avec un besoin de sécurité. J'ai besoin de rester dans cette maison pour être en sécurité et en même temps j'ai besoin de m'épanouir spirituellement. Et avec ta vision de regarder le monde, je me sens complètement asphyxié. Et c'est toujours un conflit interne qui gère les conflits en vous. Donc déjà, apprenez à gérer, à faire des médiations à l'intérieur de vous. Ah, t'es en colère, pourquoi t'as besoin de ci ? Ah, et en même temps, si tu combles ce besoin, tu perds ce besoin-là. Ah, mais c'est pour ça que t'es en panique. C'est normal, quoi. Donc comment tu pourrais trouver un point de chute, un appart ? Est-ce qu'il y a une amie qui peut t'héberger pour pouvoir sortir de la maison familiale et dire à ton mari ou ta compagne, ok, on fait une pause, parce que je vais prendre soin de mes besoins spirituels sans me retrouver à la rue. Et là, quand je commence à être dans cette constructivité, j'ai des solutions en fait. Et c'est vachement plus facile d'être face à mon conjoint ou ma conjointe et de poser des bases claires sans m'énerver. Parce que je comble mes besoins tout seul en fait. J'ai pas besoin de l'autre, l'autre n'est pas le support de ma frustration. À partir du moment où je retrouve le pouvoir de combler mes besoins fondamentaux, je peux commencer à être dans le négoce. Et un négoce juste, quitte même à imposer à l'autre un contexte juste, de dire moi je veux une vie harmonieuse où on arrête de s'insulter, et si toi tu n'en veux pas, il va falloir qu'on se sépare. Et je peux lui imposer ça à l'autre, parce que moi il m'impose la violence et ça ne m'intéresse pas. Donc il m'impose un contexte gagnant-perdant, donc du coup, ou perdant-perdant, donc du coup je vais jouer avec ce contexte perdant-perdant pour me sortir de cet écosystème, pour enfin rencontrer les amis, la conjointe ou les gens avec qui je vais avoir ce rapport harmonieux. Vous voyez, dans les associations, par exemple, je me suis rendu compte que moi j'avais un grand besoin d'efficacité. Ça m'horripile les réunionites où on se réunit et on se réunit et ça avance pas et on met des mois à se mettre d'accord sur comment on fait l'affiche du festival. Et donc j'ai vécu ça très très souvent dans les associations. Et quand je proposais les outils de gestion de conflits, de médiation, de tout ça, il n'y avait pas le temps en fait. Ça n'intéressait pas les autres. J'avais envie de secouer les autres, de dire faites de la communication non violente. Et jusqu'au moment où je me suis dit mais attends, mais ce serait pas plus simple de créer une assoce avec les mecs du groupe du communication non violente. Il y en a 3 ou 4 qui sont écolos, on pourrait faire un éco-hameau et ce seraient les gens avec qui j'aurais vraiment envie de vivre en fait. Les gens qui sont engagés à changer leurs habitudes. Et pourquoi je reste ? Donc en imaginant la communication non violente, on va dire que c'est une musique. Je suis né dans la musique bretonne, j'ai envie d'apprendre le flamenco ou le jazz manouche. C'est pas en restant en Bretagne que je vais l'apprendre. Hein. C'est pas en restant dans ma famille que je vais apprendre à chanter une autre chanson que ma famille. Et en général, quand j'apprends une autre chanson, je reviens dans ma famille en disant « Vous voulez jouer du jazz manouche ?» Et ils font « Non ». Et quand moi, mon papa m'a dit, à 35 ans, j'en ai 40, tu nous fais chier avec ta communication non violente, on en a ras-le-bol.
et que je lui ai dit oui papa, t'es en colère, je te fais chier avec ma communication non violente, t'en as ras-le-bol, c'est ça. Mais oui, t'arrêtes pas de nous répéter comme un perroquet, bah là encore là. Ouais, en fait ça t'énerve quand je te répète comme un perroquet, c'est ça que t'es en train de me dire. Et t'en as vraiment ras-le-bol en fait, t'en peux plus en fait. Ok. Tu te sens entendu là papa quand je te dis ça? Oui parce que blablabla. Oui, oui ou non? Parce que maintenant ça va être à moi de parler, j'aimerais que tu m'écoutes. Donc de ce que j'entends papa, je te fais chier avec ma communication non violente, t'en as ras-le-bol, que je te reformule, tout ça, que je te confronte à des trucs, t'as l'impression que je te cherche et que je te fais chier et t'en peux plus en fait, c'est ça. C'est ça que t'as à me dire, c'est important pour toi que je le reçoive. Moi ce que j'ai d'important à te dire papa, c'est que moi ça m'horripile, ça m'exaspère, ça m'asphyxie, ça me fait crever ta façon de vivre. Ta façon violente de parler à ma mère, de me parler à moi, de parler à mon frère, m'exaspère et génère une colère contre toi, une frustration que j'ai subie pendant toute mon enfance. Et maintenant j'ai 40 ans. Et je voudrais juste te faire remarquer que ça fait 20 ans maintenant, 20 ans, que si tu as un lien avec ton fils, c'est parce que c'est ton fils qui vient te voir et qui fait 300 bornes pour venir te voir à Noël. Et pour te faire chier avec sa communication non violente. Donc ce que je te propose, dans la mesure où tu m'emmerdes avec ta communication violente, je ne peux plus supporter ton comportement. Je me le suis tapé tout petit, j'avais pas le choix, j'étais dépendant de toi, je pouvais pas m'envoler du nid. Maintenant je vole de mes propres ailes, j'ai aucune raison de tolérer et de supporter ton comportement qui m'insupporte. Donc ce que je te propose papa, c'est que tu fasses 300 bornes pour venir faire Noël chez moi. Et je te préviens, chez moi on juge pas, on pratique la communication non violente. Et je te ferai bien comprendre que ici tu es chez moi. Comment tu te sens papa quand je te dis ça? Je me dis Franck, mais faut pas t'emporter comme ça. Et là j'ai fait un grand sourire, je dis tu rigoles, c'est toi parce que le ton, je suis pas énervé moi. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on s'emmerde depuis 20 ans, je t'emmerde à venir te faire chier dans ton écosystème, tu me dis que c'est pas juste, et là je te dis je ne viendrai plus te faire chier. C'est ça que je te propose, et je te propose, si tu veux avoir un lien avec ton fils, tu vas faire 300 bornes, et c'est toi qui vas vivre ce que j'ai vécu. Je vais t'imposer comme un dictateur que chez moi c'est comme ça que ça se passe. Comment tu te sens quand je te dis ça? Il me dit mais tu t'énerves, mais tu sais, mais moi... Alors je m'énerve pas et tu n'as pas répondu à la question, je te demande comment tu te sens quand je te dis ça. Il me dit ben, ce que je me sens, moi ce que je pense, non c'est ce que tu penses, je te demande ce que tu ressens. Je me sens... je me sens déçu, je suis inquiet parce que moi j'ai envie qu'on se voit quand même. Ah, donc en fait je te fais chier avec ma communication violente, mais peut-être pas tant que ça, tu es prêt à supporter certaines choses, c'est ça? Parce que moi du coup je serais peut-être prêt à supporter un peu de communication violente de temps en temps si tu supportes la communication non violente. Et là du coup il y a des choses qui ont changé en fait, j'ai remarqué que son rapport de force qui avait toujours été « j'ose le ton, j'ai le dernier mot, je te démonte psychologiquement, et si t'es pas content tu dégages ». Et moi en tant que petit oisillon, je dis « bon bah je reste, je peux pas voler de mes propres ailes alors de toute manière je vais pas me retrouver à la rue ». Et à partir du moment où j'ai fait « je vole de mes propres ailes là, et c'est à moi de ne pas rester dans ce contexte d'injustice ». Et quand j'ai dit à l'autre « regarde, ton nid il est vide là, t'es toujours prêt à... Ah non, t'es un peu plus souple, donc ok, je me rapproche ». Et du coup notre rapport a changé, mais il a fallu que je mette quelque chose dans la balance en fait. Et bon, je dis pas que ça va se passer comme ça pour vous, hein, parce qu'on a tous des parents différents. Mais j'observe en fait que quand on pratique ces processus, on peut se retrouver en prenant soin de soi, de créer un contexte qui fait qu'inconsciemment on va faire évoluer les autres. Mais c'est une conséquence. C'est pas un but. Mon but c'était pas faire évoluer mon père, mon but c'était prendre soin de moi. Et ça a eu la conséquence de faire changer papa. Alors que j'ai toujours voulu changer papa, et ça avait pour conséquence de ne pas prendre soin de moi. Parce qu'en général, c'était un petit peu comme quand j'arrivais face à Monsanto et les lois, il me retournait comme une crêpe. À chaque fois, mon père, il avait le don pour me faire péter un câble. Il me disait, mais Franck, mais c'est des trucs de gauche, ça. Et putain, et toi, t'es un facho de droite. Et il me faisait sortir de mes gonds. Et il n'y a que quand j'ai commencé à pratiquer le processus CNV, donc la reformulation, c'est juste cet outil, hein. Je m'accrochais comme une moule à un rocher dans la tempête. Donc il était là, mais Franck, ton frère et toi, vous avez toujours été des égoïstes, vous pensez qu'à vous, machin. Donc tu veux dire que mon frère et moi, on était des égoïstes? Ta gueule, le mental.
Et j'avais fait des méditations vipassana, donc du coup on apprend en fait quand on a nos idées qui passent, à laisser les passer et à revenir à notre respiration, être concentré sur ce qui se passe sur le petit triangle de chair là, juste à ressentir ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, t'as que ça à foutre, pendant 10 heures par jour. Tu t'emmerdes sérieux, et naturellement t'as les pensées, le mental qui vient, et pendant 3 jours, t'as pour but de dire dégager les nuages. De laisser passer les nuages, de ne pas s'accrocher aux pensées et de revenir toujours dans le corps. Et donc ça, quand j'ai fait les stages de communication non violente avec Jean Naïmana, à chaque fois il nous disait, quand vous êtes en panique, descendez dans vos pieds, ressentez le sol, descendez dans vos pieds ou mettez-vous dans votre respiration, faites une grande respiration et ressentez ce que ça vous fait. Et surtout dites à vos pensées, ta gueule. Tout ce que vous pensez, poubelle. Poubelle, c'est en trop. Et juste de rester centré sur l'instant présent. Et là, du coup, j'étais là, avec ma respiration et mes pieds, et j'entendais ton frère à toi, gauche, machin, toujours, et des petits mots, toujours. Et hop, et du coup, je refaisais une phrase. Donc, tu veux dire que mon frère et moi, on a toujours eu des idées de gauche, et c'est ça que tu veux dire? Et je m'accrochais à ça comme une moule. Et j'ai vu mon père. Parce qu'il m'a toujours jugé sur mes jugements. Donc, il me balançait un shoot, je réagissais, et il me démontait sur ma réaction. Là, pas de réaction. Ma réaction, c'est lui. Donc il me dit ça, je lui redis ce qu'il me dit. Il me redit ça, je lui redis ce qu'il me dit. En fait, il se bat tout seul. Il veut démonter ce que je dis, il se démonte tout seul. Il peut rien faire, il est impuissant face à quelqu'un qui reformule. Quand quelqu'un vient, m'attaque et me dit « Franck, t'es un connard, tu prends trop de place, tu parles trop. » Et que j'essaye de me justifier, il va démonter mes justifications, il va prendre des exemples précis. Si je lui dis « Pour toi, je parle beaucoup trop et je sens derrière connard, c'est que t'es énervé contre moi. » Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut que dire bah ouais c'est ça que je veux te dire. Et d'ailleurs le fait que tu me dises ça, je m'aperçois que t'es pas si con quoi. Il est impuissant en fait. Mais ça devient de l'aïkido, mon but c'est pas de le retourner comme une crêpe, c'est parce qu'il me fout un coup, il emmène de l'énergie, je transforme cette énergie et ça donne ça. Mais mon but c'est pas de le retourner, mon but c'est pas de lui faire mal. Enfin, au début c'était ça avec mon père, hein, soyons honnêtes, la première fois que je l'ai reformulé et puis que je l'ai vu vaciller, se mettre à trembler, avoir la voix, se mettre à mettre des explications, ça avait plus ni queue ni tête. Et de m'arrêter et de lui dire en fait je peux pas te reformuler parce que je comprends rien. Tu voulais dire quoi? Et là d'un seul coup il dit je sais pas, je sais plus, parce que lui il avait perdu le fil, c'était le roi pour m'emmener au pays dans sa tête, que même lui il sait plus où on est. Et d'un seul coup quand je lui dis les faits, on est perdu dans ta tête et on sait même plus où on est. Il était mais en panique totale et au début je jouais un peu avec ça, c'était de l'ordre de la vengeance. Et petit à petit, maintenant, il y a de la bienveillance. Mon but, c'est pas de le maltraiter, mais mon but, c'est surtout de prendre soin de moi, quoi. Et ça a pour conséquence que lui change. Mais voilà, c'est une conséquence. Ça vous parle? Oui. Complètement. Donc, je vous invite il y a des formations du type communication non violente, communication bienveillante, gestion de conflits, médiation, communication transformative. Les stages de programmation neurolinguistique aussi sont utilisés un peu les mêmes processus. L'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle de Faber et Maslich, quoi. Donc l'analyse transactionnelle aussi, il y a toujours une transaction, on est toujours en train de négocier quelque chose. Et tous ces outils-là, franchement, moi, ont changé ma vie et font que maintenant, je peux commencer à imaginer un écho-hameau harmonieux et constructif, où d'un seul coup, il nous arrive plein de merde. Mais on a une telle plateforme de compostage qu'on va avoir des légumes, mais alors... Donc vous voyez un peu cette vision des trucs, plus on me balance de la merde et plus j'en fais de l'abondance. Et autant on est capable de le faire avec du compost et des matières organiques, autant on n'est pas capable de le faire avec les déchets de notre relation. Pourtant, s'il y a relation, il y a friction, il y a déchets. Et les 3/4 du temps, on se les jette à la tronche les déchets en fait, au lieu de les composter avec bienveillance. Donc ce que je peux vous partager en fait, c'est apprenez à prendre soin de vos propres besoins, il sera vachement plus facile de reconnaître ceux des autres et de créer un contexte juste pour nous. Là où normalement, en fait, mes besoins inconscients, je vais les imposer comme des désirs et je vais me battre et être malheureux et triste et trouver des explications mentales que de toute manière on peut rien faire parce que la race humaine est trop con et on va tous crever. Moi c'était ça ma porte de sortie, c'est la faute des autres et de toute manière on est trop con. Et maintenant c'est plutôt, bon ok, qu'est-ce que je peux faire, vu qu'il n'y a que moi qui peux avoir le pouvoir de changer ma propre vie,
qu'est-ce que je peux faire pour créer ce contexte. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas parler trop de jardin.